Chapitre 1er. La simple appréhension. 13. Définition de la simple appréhension. La simple appréhension est l'opération par laquelle l'intelligence perçoit l'essence d'une chose sans affirmer et sans nier quoi que ce soit de cette essence. Cette première opération de l'intelligence est appelée simple parce qu'elle n'affirme rien et ne nie rien de l'objet qu'elle connaît. Quand nous affirmons dans notre esprit, nous unissons ensemble deux choses. Celle de qui l'on affirme, entre parenthèses le sujet, et celle que l'on affirme, entre parenthèses le régime. Cette union est une composition. Ce que l'intelligence perçoit, dans sa première opération, n'est pas un objet que nous pouvons voir avec les yeux du corps ou palper avec nos mains, par exemple. Non, c'est une réalité cachée dans l'objet vu par les yeux, touché par les mains. Cette réalité s'appelle essence. L'intelligence l'abstrait des choses sensibles qui nous entourent. 14. Définition de l'idée. L'idée est la simple représentation d'une chose faite dans l'intelligence. La chose représentée est cette réalité cachée, cette essence, que l'intelligence abstrait du sensible. Pour parler le langage de la philosophie, disons que l'essence est ce par quoi un être est ce qu'il est. Ainsi, un homme n'est pas un homme parce qu'il a telle figure, tel nom, telle origine, telle patrie, etc., mais bien parce qu'il a l'animalité et la raisonnabilité. Ces deux éléments forment l'essence de l'homme. Eh bien, ces deux éléments invisibles, impalpables, représentés dans l'intelligence, se nomment idées. L'idée est donc l'effet de la simple appréhension. 15. Idée et image. L'idée et l'image d'un objet diffèrent entre elles. L'une ne doit donc jamais être prise pour l'autre. 1. L'image de l'encrier qui est devant moi est sensible, peut être vue, touchée. L'idée du même encrier est spirituelle, immatérielle, imperceptible au sens. L'intelligence seulement peut l'atteindre. L'image de l'encrier est singulière. On ne peut convenir qu'à cet encrier devant moi. L'idée d'encrier est universelle. 2. L'image de l'encrier est singulière. L'idée de l'encrier est universelle. Elle convient à tous les encriers qui ont été, qui sont et qui seront. L'idée de l'encrier, c'est son essence représentée dans l'intelligence. L'essence de l'encrier, c'est d'être un vase dans lequel on met de l'encre. Cette définition fait abstraction de la forme de l'encrier, de la matière dont il est fait, et il sera toujours vrai de l'affirmer de tous les encriers. 16. Compréhension et extension de l'idée. La compréhension ou le contenu de l'idée est l'ensemble des éléments que comprend ou que contient une idée. L'idée de pape contient deux éléments, chef et église. Le pape est le chef de l'église. Ces éléments s'appellent aussi notes constitutives d'une idée. L'extension de l'idée est l'ensemble des individus auxquels l'idée est attribuable. Tous les prêtres passés, présents, à venir ou simplement possibles sont contenus sous l'extension de l'idée d'homme. 17. Idée intuitive. L'idée intuitive est celle que l'on conçoit immédiatement par la vue de l'objet lui-même. Exemple, l'idée de Dieu pour les bienheureux dans le ciel. Ils voient Dieu immédiatement, face à face. Dieu lui-même, sans aucun intermédiaire, est connu par les anges et les saints. L'idée du papier sur lequel j'écris est intuitive. L'idée intuitive s'appelle immédiate. 18. Idée abstractive. L'idée abstractive est celle que l'on conçoit non par la vue de l'objet lui-même, mais au moyen d'un autre avec lequel il a une certaine ressemblance. Exemple, l'idée de Dieu que nous avons en ce monde. Nous connaissons Dieu au moyen des choses qu'il a créées et dans lesquelles nous trouvons une similitude bien imparfaite de lui-même. De ces mêmes choses, nous abstrayons l'idée de Dieu.
L'idée, bonne ou mauvaise, que nous avons de quelqu'un après l'avoir vu agir est aussi abstractive. Cette idée est médiate. 19. Idée directe. L'idée directe est celle qui est le résultat de la première considération de l'esprit. Exemple, l'idée de l'encrier placée devant moi. 20. Idée réflexe. L'idée réflexe est celle qui est le résultat de la réflexion ou du retour de l'intelligence sur l'idée directement perçue. Ainsi, déjà en possession de l'idée d'encrier, après réflexion sur cette idée, l'intelligence lui trouve des propriétés qu'elle n'avait pas encore découvertes. 21. Idée positive. L'idée positive est celle qui exprime une réalité, une entité quelconque. Exemple, l'idée de vivant, l'idée de savant. 22. Idée négative. L'idée négative est celle qui exprime une absence ou une privation. Exemple, l'idée de mort, l'idée d'ignorant. 23. Idée abstraite. L'idée abstraite est celle qui représente, séparée de l'objet, un élément qui est partie constitutive de cet objet. Exemple, l'idée de blancheur. La blancheur est un élément constitutif de l'objet blanc. Séparée de l'objet blanc et représentée comme telle dans l'esprit. Elle est une idée abstraite. 24. Idée concrète. L'idée concrète est celle qui représente l'objet lui-même, tout entier, avec les éléments qui le constituent. Exemple, l'idée de prêtre, de médecin. 25. Idée réelle. L'idée réelle est la représentation d'un objet qui existe en dehors de l'intelligence dans la réalité extérieure. Exemple, l'idée de table. 26. Idée logique. L'idée logique est la représentation d'un objet qui n'existe que dans et par l'intelligence. L'idée de genre et d'espèce, par exemple. Quand nous disons que Pierre appartient au genre animal et à l'espèce homme, cette classification n'existe que dans et par notre esprit. 27. Idée distributive. L'idée distributive est une idée universelle qui représente un objet attribuable à plusieurs êtres pris séparément et collectivement. Exemple, l'idée d'homme est attribuable à chaque homme et à tous les hommes. 28. Idée collective. L'idée collective est une idée universelle qui représente un objet attribuable à plusieurs réunis ensemble, ou pris collectivement. Exemple, l'idée d'armée s'affirme non de chaque soldat, mais de plusieurs soldats réunis pris en groupe. 29. Idée univoque. L'idée univoque est une idée universelle qui représente un objet attribuable à plusieurs de la même manière ou qui exprime la même réalité dans tous les êtres auxquels elle s'attribue. Exemple, l'idée d'animal représente un objet, entre parenthèses, vivant sensible, qui s'attribue de la même façon et à l'homme et à la brute. En d'autres termes, animal exprime la même réalité, c'est-à-dire vivant sensible, dans l'homme et dans la brute. 30. Idée analogue. L'idée analogue est une idée universelle qui, dans les êtres auxquels elle convient, exprime une réalité un peu semblable, un peu différente. Exemple, l'idée de tête convient au corps humain et au chef de la cité de Québec, exprime une réalité un peu semblable et un peu différente aussi, puisque la tête qui gouverne la cité n'est pas absolument la même que celle qui conduit le corps humain. 31. Idée transcendantale. L'idée transcendantale est une idée qui représente un objet attribuable à tout ce qui existe ou peut exister. Exemple, les idées d'être, de chose, de quelque, de bonté, de vérité. Voilà les 5 transcendantaux. Ce nom leur vient de ce qu'ils ne sont pas localisés dans aucun genre, dans aucune espèce. Ils sont au-dessus de tous les genres, de toutes les espèces,
Ils les dépassent tous. Ils conviennent à tous. 32. Définition du terme. Le terme est le signe de l'idée de la chose perçue par la simple appréhension. Immédiatement, le terme signifie l'idée, et immédiatement la chose perçue. Le terme livre signifie d'abord l'idée que l'intelligence a du livre, et ensuite, au moyen de l'idée, entre parenthèses médiatement, il signifie le livre. 33. Terme en philosophie et en grammaire. En philosophie, le terme est un signe logique, parce qu'il représente un être logique, c'est-à-dire un être qui n'existe comme tel que dans l'intelligence. En effet, l'être que signifie le terme, c'est l'idée. Celle-ci, comme telle, n'existe que dans et par l'intelligence. Cette signification du terme s'appelle formelle. En grammaire, le terme est étudié au point de vue matériel, c'est-à-dire en tant qu'il est composé de syllabes. 34. Emploi des termes. Les termes d'une phrase peuvent être pris en différents sens. Pour éviter toute erreur, il importe de connaître les lois qui régissent leur emploi. Dans une phrase, ils sont ou sujets ou attributs. Il y a des lois qui concernent le sujet et l'attribut à la fois, d'autres qui se rapportent au seul sujet, enfin, celles qui regardent l'attribut seulement. 1. Loi du sujet et de l'attribut. Il faut bien s'enquérir du sens en ces deux termes. Et pour ce faire, il est nécessaire de tenir compte a. De la mentalité de l'orateur ou de l'auteur, b. Du génie de la langue dans laquelle il parle ou il écrit, c. Du sujet traité, d. Des circonstances. Après le sens des termes, c'est leur extension qu'il importe de connaître. Chaque terme pris séparément a son extension propre. Voici leur loi. Il va sans dire qu'il s'agit d'un sujet et d'attributs qui ne sont déterminés par aucun signe extentif. 2. Loi du sujet. Dans toute phrase dont l'attribut convient ou répugne nécessairement au sujet, celui-ci est un terme universel. En effet, ce qui convient ou répugne nécessairement à ce sujet doit exister ou ne pas exister partout où se trouve ce sujet, et tous les autres qui sont de même nature. Exemple, les chrétiens sont ceux qui ont reçu le baptême. Il est vrai de dire tous les chrétiens parce que ont reçu le baptême convient nécessairement aux chrétiens et en est inséparable. Autre exemple, les cercles ne sont pas des carrés. Cela revient à dire tous les cercles ne sont pas des carrés. Dans toute phrase dont l'attribut ne convient pas ou ne répugne pas nécessairement au sujet, celui-ci est un terme particulier. Si l'attribut ne convient ou ne répugne pas nécessairement au sujet, c'est signe que parfois il lui convient ou ne lui convient pas, et parfois aussi il répugne et ne lui répugne pas. Par conséquent, le sujet et tous ses semblables n'ont pas toujours cet attribut. Quelques-uns l'ont. Quelques-uns ne l'ont pas. Exemple, les riches sont heureux. Dites, quelques riches sont heureux. Le bonheur ne convient pas nécessairement à la richesse. Il n'en est pas inséparable. Les pauvres ne sont pas instruits. Être instruit ne répugne pas nécessairement les pauvres. C'est un attribut qui leur convient et que plusieurs possèdent. Cette phrase équivaut à la suivante. Quelques ou plusieurs pauvres ne sont pas instruits. 3. Loi de l'attribut. Dans toute phrase affirmative, l'attribut a une extension particulière. Quand une phrase est affirmative, l'attribut contient le sujet dans son extension. Exemple, les hommes sont mortels. L'idée mortelle contient dans son extension les hommes.
Mais du moment que l'attribut mortel contient homme, cela ne signifie nullement qu'il ne contient qu'eux. Et donc, les hommes sont quelques êtres contenus dans l'idée mortelle. De fait, à part les hommes, il y a les brutes qui sont mortels. Dans toute phrase négative, l'attribut a une extension universelle. Quand une phrase est négative, l'attribut exclut de toute son extension le sujet. Voilà pourquoi cet attribut tout entier ne convient pas à tel sujet. Exemple, les anges ne sont pas des corps, c'est-à-dire tous les anges excluent les anges de leur extension.